Les Trois Mousquetaires, partie 16. Chapitre 46. Le bastion Saint-Gervais. En arrivant chez ses trois amis, D'Artagnan les trouva réunis dans la même chambre. Athos réfléchissait, Porthos frisait sa moustache, Aramis disait ses prières dans un charmant petit livre d'or relié en velours bleu. « Pardieu, messieurs, dit-il, j'espère que ce que vous avez à me dire en vaut la peine. Sans cela, je vous préviens que je ne vous pardonnerai pas de m'avoir fait venir, au lieu de me laisser reposer après une nuit passée à prendre et à démanteler un bastion. Ah, que n'étiez-vous là, messieurs? Il y a fait chaud. » « Nous étions ailleurs, où il ne faisait pas froid non plus, » répondit Porthos, tout en faisant prendre à sa moustache un pli qui lui était particulier. « Chut !» dit Athos. « Oh oh !» fit D'Artagnan, comprenant le léger froncement de sourcils du mousquetaire. « Il paraît qu'il y a du nouveau ici. »« Aramis, » dit Athos, « vous avez été déjeuner avant-hier à l'auberge du Parpaillot, je crois. »« Oui. »« Comment est-on là ?»« Mais j'y ai fort mal mangé pour mon compte. Avant-hier était un jour maigre, et il n'avait que du gras. »« Comment ?» dit Athos. « Dans un port de mer, ils n'ont pas de poisson ?»« Ils disent, » reprit Aramis en se remettant à sa pieuse lecture, « que la digue que fait bâtir monsieur le cardinal le chasse en pleine mer. »« Mais ce n'est pas cela que je vous demandais, Aramis, » reprit Athos. « Je vous demandais si vous aviez été bien libre, et si personne ne vous avait dérangé. Mais il me semble que nous n'avons pas eu trop d'importuns. Oui, au fait, pour ce que vous voulez dire, Athos, nous serons assez bien au Parpaillot. »« Allons donc au Parpaillot, » dit Athos, « car ici les murailles sont comme des feuilles de papier. » D'Artagnan, qui était habitué aux manières de faire de son ami, et qui reconnaissait tout de suite à une parole, à un geste, à un signe de lui, que les circonstances étaient graves, prit le bras d'Athos et sortit avec lui sans rien dire. Porthos se suivit en devisant avec Aramis. En route, on rencontra Grimaud. Athos lui fit signe de suivre. Grimaud, selon son habitude, obéit en silence. Le pauvre garçon avait à peu près fini par désapprendre de parler. On arriva à la buvette du Parpaillot. Il était 7 heures du matin, le jour commençait à paraître. Les trois amis commandèrent à déjeuner et entrèrent dans une salle où, au dire de l'hôte, ils ne devaient pas être dérangés. Malheureusement, l'heure était mal choisie pour un conciliabule. On venait de battre la diane, chacun secouait le sommeil de la nuit, et, pour chasser l'air humide du matin, venait boire la goutte à la buvette. Dragons, Suisses, gardes, mousquetaires, chevaux légers se succédaient avec une rapidité qui devait très bien faire les affaires de l'hôte, mais qui remplissait fort mal les vues des quatre amis. Aussi répondaient-ils d'une manière fort maussade au salut, au toast et au lazzi de leurs compagnons. « Allons, » dit Athos, « nous allons nous faire quelques bonnes querelles, et nous n'avons pas besoin de cela en ce moment. D'Artagnan, racontez-nous votre nuit. Nous vous raconterons la nôtre après. » « En effet, » dit un chevau léger qui se dandinait en tenant à la main un verre d'eau-de-vie qu'il dégustait lentement. « En effet, vous étiez de tranchée cette nuit, messieurs les gardes, et il me semble que vous avez eu maille à partir avec les Rochelois. » D'Artagnan regarda Athos pour savoir s'il devait répondre à cet intrus qui se mêlait à la conversation. « Eh bien, » dit Athos, « n'entends-tu pas monsieur de Busigny qui te fait l'honneur de t'adresser la parole ? Raconte ce qui s'est passé cette nuit, puisque ces messieurs désirent le savoir. »« N'avez-vous pas pris un bastion ?» demanda un Suisse qui buvait du rhum dans un verre à bière. « Oui, monsieur, » répondit D'Artagnan en s'inclinant. « Nous avons eu cet honneur. Nous avons même, comme vous avez pu l'entendre, introduit sous un des angles un baril de poudre qui, en éclatant, a fait une fort jolie brèche.
Sans compter que, comme le bastion n'était pas d'hier, tout le reste de la bâtisse s'en est trouvé fort ébranlé. « Et quel bastion est-ce » demanda un dragon qui tenait enfilé à son sabre une oie qu'il apportait pour qu'on la fît cuire. « Le bastion Saint-Gervais, répondit d'Artagnan, derrière lequel les Rochelois inquiétaient nos travailleurs. « Et l'affaire a été chaude ? Mais oui, nous y avons perdu 5 hommes. Et les Rochelois 8 ou 10. Balles en bleu, fit le Suisse, qui, malgré l'admirable collection de jurons que possède la langue allemande, avait pris l'habitude de jurer en français. Mais il est probable, dit le chevau léger, qu'ils vont ce matin envoyer des pionniers pour remettre le bastion en état. Oui, c'est probable, dit d'Artagnan. Messieurs, dit Athos, un pari. Ah, oui, un baril, dit le Suisse. Lequel? Demanda le chevau léger. Attendez, dit le dragon en posant son sabre comme une broche sur les 2 grands chenets de fer qui soutenaient le feu de la cheminée. J'en suis. Hôtelier de malheur! Une lèche frite tout de suite, que je ne perde pas une goutte de la graisse de cette estimable volaille. Il havre raison, dit le Suisse. La graisse, toi, il est très bonne, avec des confitures. Là, dit le dragon, maintenant, voyons le pari. Nous écoutons, monsieur Athos. Oui, le pari, dit le chevau léger. Eh bien, monsieur de Busigny, je parie avec vous, dit Athos, que mes 3 compagnons, messieurs Porthos, Aramis, d'Artagnan et moi, nous allons déjeuner dans le bastion Saint-Gervais et que nous y tenons 1 heure montre à la main, quelque chose que l'ennemi fasse pour nous déloger. Porthos et Aramis se regardèrent. Ils commençaient à comprendre. Mais, dit d'Artagnan en se penchant à l'oreille d'Athos, tu vas nous faire tuer sans miséricorde? Nous sommes bien plus tués, répondit Athos, si nous n'y allons pas. Ah, ma foi, messieurs, dit Porthos en se renversant sur sa chaise et frisant sa moustache, voici un beau pari, j'espère. Aussi, je l'accepte, dit monsieur de Busigny. Maintenant, il s'agit de fixer l'enjeu. Mais vous êtes 4, messieurs, dit Athos. Nous sommes 4. Un dîner à discrétion pour 8, cela vous va-t-il? À merveille, reprit monsieur de Busigny. Parfaitement, dit le dragon. Ça me fa, dit le Suisse. Le 4e auditeur, qui, dans toute cette conversation, avait joué un rôle muet, fit un signe de la tête en signe qu'il acquiesçait à la proposition. Le déjeuner de ces messieurs est prêt, dit l'hôte. Eh bien, apportez-le, dit Athos. L'hôte obéit. Athos appela Grimaud, lui montra un grand panier qui gisait dans un coin et fit le geste d'envelopper dans les serviettes les viandes apportées. Grimaud comprit à l'instant même qu'il s'agissait d'un déjeuner sur l'herbe, prit le panier, empaqueta les viandes, y joignit les bouteilles et prit le panier à son bras. « Mais où allez-vous manger mon déjeuner ?» dit l'hôte. « Que vous importe ?» dit Athos, « pourvu qu'on vous le paie. » Et il jeta majestueusement 2 pistoles sur la table. « Faut-il vous rendre, mon officier ?» dit l'hôte. « Non, ajoute seulement 2 bouteilles de vin de champagne, et la différence sera pour les serviettes. » L'hôte ne faisait pas une aussi bonne affaire qu'il l'avait cru d'abord, mais il se rattrapa en glissant aux 4 convives 2 bouteilles de vin d'Anjou au lieu de 2 bouteilles de vin de champagne. « Monsieur de Busigny, dit Athos, voulez-vous bien régler votre montre sur la mienne, ou me permettre de régler la mienne sur la vôtre ?»« À merveille, monsieur, dit le chevau léger en tirant de son gousset une fort belle montre entourée de diamants. 7h30, dit-il. 7h35, dit Athos. Nous saurons que j'avance de 5 minutes sur vous, monsieur. Et, saluant les assistants ébahis, les 4 jeunes gens prirent le chemin du bastion Saint-Gervais, suivis de Grimaud qui portait le panier, ignorant où il allait,
mais dans l'obéissance passive dont il avait pris l'habitude avec Athos, ne songeait même pas à le demander. Tant qu'ils furent dans l'enceinte du camp, les 4 amis n'échangèrent pas une parole. D'ailleurs, ils étaient suivis par les curieux, qui, connaissant le pari engagé, voulaient savoir comment ils s'en tireraient. Mais une fois qu'ils eurent franchi la ligne de circonvallation et qu'ils se trouvèrent en plein air, D'Artagnan, qui ignorait complètement ce dont il s'agissait, crut qu'il était temps de demander une explication. « Et maintenant, mon cher Athos, dit-il, faites-moi l'amitié de m'apprendre où nous allons. »« Vous le voyez bien, dit Athos, nous allons au bastion. »« Mais qu'y allons-nous faire ? » ?»« Vous le savez bien, nous y allons déjeuner. »« Mais pourquoi n'avons-nous pas déjeuné au Parpaillot ? » ?»« Parce que nous avons des choses fort importantes à nous dire, et qu'il était impossible de causer 5 minutes dans cette auberge avec tous ces importuns qui vont, qui viennent, qui saluent, qui accostent. Ici, du moins, continua Athos en montrant le bastion, on ne viendra pas nous déranger. Il me semble, dit D'Artagnan, avec cette prudence qui s'alliait si bien et si naturellement chez lui à une excessive bravoure, il me semble que nous aurions pu trouver quelque endroit écarté dans les dunes, au bord de la mer, où l'on nous aurait vus conférer tous les 4 ensemble, de sorte qu'au bout d'un quart d'heure, le cardinal eût été prévenu par ses espions que nous tenions conseil. Oui, dit Aramis, Athos a raison. Animad vertuntur in desertis. Un désert n'aurait pas été mal, dit Porthos, mais il s'agissait de le trouver. Il n'y a pas de désert où un oiseau ne puisse passer au-dessus de la tête, où un poisson ne puisse sauter au-dessus de l'eau, où un lapin ne puisse partir de son gîte, et je crois qu'oiseaux, poissons, lapins, tous est fait espion du cardinal. Mieux vaut donc poursuivre notre entreprise, devant laquelle d'ailleurs nous ne pouvons plus reculer sans honte. Nous avons fait un pari qui ne pouvait être prévu, et dont je défie qui que ce soit de deviner la véritable cause. Nous allons, pour le gagner, tenir 1 heure dans le bastion, où nous serons attaqués, ou nous ne le serons pas. Si nous ne le sommes pas, nous aurons tout le temps de causer et personne ne nous entendra, car je réponds que les murs de ce bastion n'ont pas d'oreilles. Si nous le sommes, nous causerons de nos affaires tout de même, et de plus, tout en nous défendant, nous nous couvrons de gloire. Vous voyez bien que tout est bénéfice. Oui, dit D'Artagnan, mais nous attraperons indubitablement une balle. Eh, mon cher, dit Athos, vous savez bien que les balles les plus à craindre ne sont pas celles de l'ennemi. Mais il me semble que pour une pareille expédition, nous aurions dû au moins emporter nos mousquets. Vous êtes un niais, ami Porthos. Pourquoi nous charger d'un fardeau inutile ? Je ne trouve pas inutile, en face de l'ennemi, un bon mousquet de calibre, 12 cartouches et une poire à poudre. Oh, bien, dit Athos. N'avez-vous pas entendu ce qu'a dit D'Artagnan ? Qu'a dit D'Artagnan ? Demanda Porthos. D'Artagnan a dit que dans l'attaque de cette nuit, il y avait eu 8 ou 10 Français de tués et autant de Rochelois. Après, on n'a pas eu le temps de les dépouiller, n'est-ce pas ? Attendu qu'on avait autre chose pour le moment de plus pressé à faire. Eh bien, nous allons trouver leurs mousquets, leurs poires à poudre et leurs cartouches. Et au lieu de 4 mousquetons et de 12 balles, nous allons avoir une quinzaine de fusils et une centaine de coups à tirer. Oh, Athos, dit Aramis, tu es véritablement un grand homme. Porthos inclina la tête en signe d'adhésion. D'Artagnan, seul, ne paraissait pas convaincu. Sans doute, Grimaud partageait les doutes du jeune homme, car, voyant que l'on continuait de marcher vers le bastion, chose dont il avait douté jusqu'alors, il tira son maître par le pan de son habit. « Où allons-nous » demanda-t-il par geste. Athos lui montra le bastion. « Mais, dit toujours dans le même dialecte le silencieux Grimaud, nous y laisserons notre peau. » Athos leva les yeux et le doigt vers le ciel.
Grimaud posa son panier à terre et s'assit en secouant la tête. Athos prit à sa ceinture un pistolet, regarda s'il était bien amorcé, l'arma et approcha le canon de l'oreille de Grimaud. Grimaud se retrouva sur ses jambes comme par un ressort. Athos alors lui fit signe de prendre le panier et de marcher devant. Grimaud obéit. Tout ce qu'avait gagné le pauvre garçon à cette pantomime d'un instant, c'est qu'il était passé de l'arrière-garde à l'avant-garde. Arrivés au bastion, les 4 amis se retournèrent. Plus de 300 soldats de toutes armes étaient assemblés à la porte du camp, et dans un groupe séparé, on pouvait distinguer M. de Busigny, le dragon, le Suisse et le 4e parieur. Athos ôta son chapeau, le mit au bout de son épée et l'agita en l'air. Tous les spectateurs lui rendirent son salut, accompagnant cette politesse d'un grand hurrah qui arriva jusqu'à eux. Après quoi, ils disparurent tous 4 dans le bastion, où les avait déjà précédés Grimaud. Chapitre 47. Le conseil des mousquetaires. Comme l'avait prévu Athos, le bastion n'était occupé que par une douzaine de morts, tant français que rochellois. « Messieurs, dit Athos, qui avait pris le commandement de l'expédition, tandis que Grimaud va mettre la table, commençons par recueillir les fusils et les cartouches. Nous pouvons d'ailleurs causer tout en accomplissant cette besogne. Ces messieurs, ajouta-t-il en montrant les morts, ne nous écoutent pas. Mais nous pourrions toujours les jeter dans le fossé, dit Porthos, après toutefois nous être assurés qu'ils n'ont rien dans leur poche. Oui, dit Aramis, c'est l'affaire de Grimaud. Ah, bien alors, dit D'Artagnan, que Grimaud les fouille et les jette par-dessus les murailles. Gardons-nous-en bien, dit Athos. Ils peuvent nous servir. Ces morts peuvent nous servir, dit Porthos. Ah, ça, vous devenez fou, cher ami. Ne jugez pas témérairement, disent l'Évangile et monsieur le cardinal, répondit Athos. Combien de fusils, messieurs? 12, répondit Aramis. Combien de coups à tirer? 100. C'est tout autant qu'il nous en faut. Chargeons les armes. Les 4 mousquetaires se mirent à la besogne. Comme ils achevaient de charger le dernier fusil, Grimaud fit signe que le déjeuner était servi. Athos répondit, toujours par geste, que c'était bien, et indiqua à Grimaud une espèce de poivrière où celui-ci comprit qu'il se devait tenir en sentinelle. Seulement, pour adoucir l'ennui de la faction, Athos lui permit d'emporter un pain, 2 côtelettes et une bouteille de vin. « Et maintenant, à table, dit Athos. Les 4 amis s'assirent à terre, les jambes croisées, comme les Turcs ou comme les tailleurs. « Ah, maintenant, dit D'Artagnan, que tu n'as plus la crainte d'être entendu, j'espère que tu vas nous faire part de ton secret, Athos. »« J'espère que je vous procure à la fois de l'agrément et de la gloire, messieurs, dit Athos. Je vous ai fait faire une promenade charmante. Voici un déjeuner des plus succulents, et 500 personnes là-bas, comme vous pouvez les voir à travers les meurtrières, qui nous prennent pour des fous ou pour des héros, 2 classes d'imbéciles qui se ressemblent assez. »« Mais ce secret ? demanda D'Artagnan. »« Le secret, dit Athos, c'est que j'ai vu Milady hier soir. » D'Artagnan portait son verre à ses lèvres, mais à ce nom de Milady, la main lui trembla si fort qu'il le posa à terre pour ne pas en répandre le contenu. « Tu as vu ta Chut, donc, interrompit Athos. Vous oubliez, mon cher, que ces messieurs ne sont pas initiés, comme vous, dans le secret de mes affaires de ménage. J'ai vu Milady. Et où cela? Demanda D'Artagnan. À 2 lieues d'ici, à peu près, à l'auberge du Colombier Rouge. En ce cas, je suis perdu, dit D'Artagnan. Non, pas tout à fait encore, reprit Athos, car, à cette heure, elle doit avoir quitté les côtes de France. D'Artagnan respira. Mais au bout du compte, demanda Porthos, qu'est-ce donc que cette Milady?
Une femme charmante, dit Athos en dégustant un verre de vin mousseux. Canaille d'hôtelier, s'écria-t-il, qui nous donne du vin d'Anjou pour du vin de Champagne, et qui croit que nous nous y laisserons prendre. Oui, continua-t-il, une femme charmante, qui a eu des bontés pour notre ami d'Artagnan, qui lui a fait je ne sais quelle noirceur dont elle a essayé de se venger, il y a 1 mois, en voulant le faire tuer à coups de mousquet, il y a 8 jours en essayant de l'empoisonner, et hier en demandant sa tête au cardinal. Comment? En demandant ma tête au cardinal? S'écria d'Artagnan, pâle de terreur. Ça, dit Porthos, c'est vrai comme l'Évangile. Je l'ai entendu de mes 2 oreilles. Moi aussi, dit Aramis. Alors, dit d'Artagnan en laissant tomber son bras avec découragement, il est inutile de lutter plus longtemps. Autant que je me brûle la cervelle et que tout soit fini. C'est la dernière sottise qu'il faut faire, dit Athos, attendu que c'est la seule à laquelle il n'y ait pas de remède. Mais je n'en réchapperai jamais, dit d'Artagnan, avec des ennemis pareils. D'abord, mon inconnu de Meung, ensuite de Wardes, à qui j'ai donné 3 coups d'épée, puis Milady, dont j'ai surpris le secret, enfin le cardinal, dont j'ai fait échouer la vengeance. Eh bien, dit Athos, tout cela ne fait que 4, et nous sommes 4. 1 contre 1. Pardieu, si nous en croyons les signes que nous fait Grimaud, nous allons avoir affaire à un bien plus grand nombre de gens. Qu'y a-t-il, Grimaud? Considérant la gravité de la circonstance, je vous permets de parler, mon ami, mais soyez laconique, je vous prie. Que voyez-vous? Une troupe. De combien de personnes? De 20 hommes. Quels hommes? 16 pionniers, 4 soldats. À combien de pas sont-ils? À 500 pas. Bon, nous avons encore le temps d'achever cette volaille et de boire un verre de vin à ta santé, d'Artagnan. À ta santé, répétèrent Porthos et Aramis. Eh bien donc, à ma santé. Quoique je ne crois pas que vos souhaits me servent à grand-chose. Bah, dit Athos, Dieu est grand, comme disent les sectateurs de Mahomet, et l'avenir est dans ses mains. Puis, avalant le contenu de son verre, qu'il posa près de lui, Athos se leva nonchalamment, prit le premier fusil venu, et s'approcha d'une meurtrière. Porthos, Aramis et d'Artagnan en firent autant. Quant à Grimaud, il reçut l'ordre de se placer derrière les 4 amis afin de recharger les armes. Au bout d'un instant, on vit paraître la troupe. Elle suivait une espèce de boyau de tranchée qui établissait une communication entre le bastion et la ville. « Pardieu, dit Athos, c'est bien la peine de nous déranger pour une vingtaine de drôles armés de pioches, de hoyaux et de pelles. Grimaud n'aurait eu qu'à leur faire signe de s'en aller, et je suis convaincu qu'ils nous eussent laissés tranquilles. »« J'en doute, observa d'Artagnan, car ils avancent fort résolument de ce côté. D'ailleurs, il y a avec les travailleurs 4 soldats et un brigadier armés de mousquets. »« C'est qu'ils ne nous ont pas vus, reprit Athos. »« Ma foi, dit Aramis, j'avoue que j'ai répugnance à tirer sur ces pauvres diables de bourgeois. »« Mauvais prêtre, répondit Porthos, qui a pitié des hérétiques. »« En vérité, dit Athos, Aramis a raison. Je vais les prévenir. »« Que diable faites-vous donc ?» s'écria d'Artagnan. « Vous allez vous faire fusiller, mon cher. » Mais Athos ne tint aucun compte de la vie et, montant sur la brèche, son fusil d'une main et son chapeau de l'autre. « Messieurs, dit-il en s'adressant aux soldats et aux travailleurs, qui, étonnés de son apparition, s'arrêtaient à 50 pas environ du bastion et en les saluant courtoisement. « Messieurs, nous sommes quelques amis et moi en train de déjeuner dans ce bastion. Or, vous savez que rien n'est désagréable comme d'être dérangé quand on déjeune. Nous vous prions donc, si vous avez absolument affaire ici, d'attendre que nous ayons fini notre repas, ou de repasser plus tard.
à moins qu'il ne vous prenne la salutaire envie de quitter le parti de la rébellion et de venir boire avec nous à la santé du roi de France. »« Prends garde, Athos !» s'écria d'Artagnan. « Ne vois-tu pas qu'ils te mettent en joue ?»« Si fait, dit Athos. Mais ce sont des bourgeois qui tirent fort mal et qui n'ont garde de me toucher. » En effet, au même instant, 4 coups de fusil partirent, et les balles vinrent s'aplatir autour d'Athos, mais sans qu'une seule le touchât. 4 coups de fusil leur répondirent presque en même temps, mais ils étaient mieux dirigés que ceux des agresseurs. 3 soldats tombèrent, tués raides, et un des travailleurs fut blessé. « Grimaud, un autre mousquet !» dit Athos, toujours sur la brèche. Grimaud obéit aussitôt. De leur côté, les 3 amis avaient chargé leurs armes. Une seconde décharge suivit la première. Le brigadier et 2 pionniers tombèrent morts. Le reste de la troupe prit la fuite. « Allons, messieurs, une sortie !» dit Athos. Et les 4 amis, s'élançant hors du fort, parvinrent jusqu'au champ de bataille, ramassèrent les 4 mousquets des soldats et la demi-pique du brigadier. Et, convaincus que les fuyards ne s'arrêteraient qu'à la ville, reprirent le chemin du bastion, rapportant les trophées de leur victoire. « Rechargez les armes, Grimaud, » dit Athos. « Et nous, messieurs, reprenons notre déjeuner et continuons notre conversation. Où en étions-nous ?»« Je me le rappelle, » dit d'Artagnan, qui se préoccupait fort de l'itinéraire que devait suivre Milady. « Elle va en Angleterre, » répondit Athos. « Et dans quel but ?»« Dans le but d'assassiner, ou de faire assassiner Buckingham. » D'Artagnan poussa une exclamation de surprise et d'indignation. « Mais c'est infâme !» s'écria-t-il. « Oh, quant à cela, » dit Athos, « je vous prie de croire que je m'en inquiète fort peu. Maintenant que vous avez fini, Grimaud, continua Athos, prenez la demi-pique de notre brigadier, attachez-y une serviette et plantez-la en haut de notre bastion, afin que ces rebelles de Rochelois voient qu'ils ont affaire à de braves et loyaux soldats du roi. » Grimaud obéit sans répondre. Un instant après, le drapeau blanc flottait au-dessus de la tête des 4 amis. Un tonnerre d'applaudissements salua son apparition. La moitié du camp était aux barrières. « Comment ?» reprit d'Artagnan. « Tu t'inquiètes fort peu qu'elle tue ou qu'elle fasse tuer Buckingham, mais le duc est notre ami. »« Le duc est anglais. Le duc combat contre nous. Qu'elle fasse du duc ce qu'elle voudra, je m'en soucie comme d'une bouteille vide. » Et Athos envoya à 15 pas de lui une bouteille qu'il tenait et dont il venait de transvaser jusqu'à la dernière goutte dans son verre. « Un instant, » dit d'Artagnan, « je n'abandonne pas Buckingham ainsi. Il nous avait donné de fort beaux chevaux. »« Et surtout de fort belles selles, » ajouta Porthos, qui, à ce moment même, portait à son manteau le galon de la sienne. « Puis, observa Aramis, Dieu veut la conversion et non la mort du pécheur. »« Amen, » dit Athos. « Et nous reviendrons là-dessus plus tard, si tel est votre plaisir. Mais ce qui, pour le moment, me préoccupait le plus, et que je suis sûr que tu me comprendras, d'Artagnan, c'est de reprendre à cette femme une espèce de blanc-seing qu'elle avait extorqué au cardinal, et à l'aide duquel elle devait impunément se débarrasser de toi et peut-être de nous. »« Mais c'est donc un démon que cette créature ?» dit Porthos en tendant son assiette à Aramis, qui découpait une volaille. « Et ce blanc-seing ?» dit d'Artagnan. « Ce blanc-seing est-il resté entre ses mains ? Non, il est passé dans les miennes. Je ne dirais pas que ce fut sans peine, par exemple, car je mentirais. »« Mon cher Athos, dit d'Artagnan, je ne compte plus les fois que je vous dois la vie. »« Alors c'était donc pour venir près d'elle que vous nous avez quittés ? Demanda Aramis. « Justement. Et tu as cette lettre du cardinal ? Dit d'Artagnan. « La voici, dit Athos. Et il tira le précieux papier de la poche de sa casaque. D'Artagnan le déplia d'une main dont il n'essayait pas même de dissimuler le tremblement et lut.
C'est par mon ordre, et pour le bien de l'État, que le porteur du présent a fait ce qu'il a fait. 5 décembre 1627, Richelieu. En effet, dit Aramis, c'est une absolution dans toutes les règles. Il faut déchirer ce papier, s'écria d'Artagnan, qui semblait lire sa sentence de mort. Bien au contraire, dit Athos. Il faut le conserver précieusement, et je ne donnerai pas ce papier quand on le couvrirait de pièces d'or. Et que va-t-elle faire maintenant? Demanda le jeune homme. Mais, dit négligemment Athos, elle va probablement écrire au cardinal qu'un damné mousquetaire nommé Athos lui a arraché son sauf-conduit. Elle lui donnera dans la même lettre le conseil de se débarrasser, en même temps que de lui, de ses 2 amis, Porthos et Aramis. Le cardinal se rappellera que ce sont les mêmes hommes qu'il rencontre toujours sur son chemin. Alors, un beau matin, il fera arrêter d'Artagnan, et, pour qu'il ne s'ennuie pas tout seul, il nous enverra lui tenir compagnie à la Bastille. « Ah, ça, mais, dit Porthos, il me semble que vous faites là de tristes plaisanteries, mon cher. »« Je ne plaisante pas, » répondit Athos. « Savez-vous, dit Porthos, que tordre le cou à cette damnée Milady serait un péché moins grand que de le tordre à ces pauvres diables de huguenots qui n'ont jamais commis d'autre crime que de chanter en français des psaumes que nous chantons en latin. »« Qu'en dit l'abbé » demanda tranquillement Athos. « Je dis que je suis de l'avis de Porthos, » répondit Aramis. « Et moi donc, dit d'Artagnan. « Heureusement qu'elle est loin, » observa Porthos, « car j'avoue qu'elle me gênerait fort ici. »« Elle me gêne en Angleterre aussi bien qu'en France, » dit Athos. « Elle me gêne partout, » continua d'Artagnan. « Mais puisque vous la teniez, » dit Porthos, « que ne l'avez-vous noyée, étranglée, pendue? Il n'y a que les morts qui ne reviennent pas. »« Vous croyez cela, Porthos ?» répondit le mousquetaire avec un sombre sourire que d'Artagnan comprit seul. « J'ai une idée, » dit d'Artagnan. « Voyons, » dirent les mousquetaires. « Aux armes » cria Grimaud. Les jeunes gens se levèrent vivement et coururent au fusil. Cette fois, une petite troupe s'avançait composée de 20 ou 25 hommes, mais ce n'étaient plus des travailleurs, c'étaient des soldats de la garnison. « Si nous retournions au camp, » dit Porthos, « il me semble que la partie n'est pas égale. »« Impossible pour 3 raisons, » répondit Athos. « La première, c'est que nous n'avons pas fini de déjeuner. La seconde, c'est que nous avons encore des choses d'importance à dire. La troisième, c'est qu'il s'en manque encore de 10 minutes que l'heure ne soit écoulée. »« Voyons, » dit Aramis, « il faut cependant arrêter un plan de bataille. »« Il est bien simple, » répondit Athos. « Aussitôt que l'ennemi est à portée de mousquet, nous faisons feu. S'il continue d'avancer, nous faisons feu encore. Nous faisons feu tant que nous avons des fusils chargés. Si ce qui reste de la troupe veut encore monter à l'assaut, nous laissons les assiégeants descendre jusque dans le fossé, et alors nous leur poussons sur la tête ce pan de mur qui ne tient plus que par un miracle d'équilibre. »« Bravo !» s'écria Porthos. « Décidément, Athos, vous étiez né pour être général, et le cardinal, qui se croit un grand homme de guerre, est bien peu de chose auprès de vous. »« Messieurs, » dit Athos, « pas de double emploi, je vous prie. Visez bien chacun votre homme. »« Je tiens le mien, » dit d'Artagnan. « Et moi le mien, » dit Porthos. « Et moi idem, » dit Aramis. « Allons, feu !» dit Athos. Les 4 coups de fusil ne firent qu'une détonation, et 4 hommes tombèrent. Aussitôt le tambour battit, et la petite troupe s'avança au pas de charge. Alors les coups de fusil se succédèrent sans régularité, mais toujours envoyés avec la même justesse. Cependant, comme s'ils eussent connu la faiblesse numérique des amis, les Rochelois continuaient d'avancer au pas de course. Sur 3 autres coups de fusil, 2 hommes tombèrent, mais cependant la marche de ceux qui restaient debout ne se ralentissait pas. Arrivés au bas du bastion, les ennemis étaient encore 12 ou 15. Une dernière décharge les accueillit,
mais ne les arrêta point. Ils sautèrent dans le fossé et s'apprêtèrent à escalader la brèche. « Allons, mes amis, dit Athos, finissons-en d'un coup. À la muraille! À la muraille! » Et les 4 amis, secondés par Grimaud, se mirent à pousser avec le canon de leurs fusils un énorme pan de mur, qui s'inclina comme si le vent le poussait, et, se détachant de sa base, tomba avec un bruit horrible dans le fossé. Puis on entendit un grand cri, un nuage de poussière monta vers le ciel, et tout fut dit. « Les aurions-nous écrasés depuis le premier jusqu'au dernier ?» demanda Athos. « Ma foi, cela m'en a l'air, » dit d'Artagnan. « Non, dit Porthos, en voilà 2 ou 3 qui se sauvent tout éclopés. » En effet, 3 ou 4 de ces malheureux couverts de boue et de sang fuyaient dans le chemin creux et regagnaient la ville. C'était tout ce qui restait de la petite troupe. Athos regarda sa montre. « Messieurs, dit-il, il y a 1 heure que nous sommes ici. Et maintenant, le pari est gagné. Mais il faut être beau joueur. D'ailleurs, d'Artagnan ne nous a pas dit son idée. » Et le mousquetaire, avec son sang-froid habituel, alla s'asseoir devant les restes du déjeuner. « Mon idée ?» dit d'Artagnan. « Oui, vous disiez que vous aviez une idée, » répliqua Athos. « Ah, j'y suis, » reprit d'Artagnan. « Je passe en Angleterre une seconde fois, je vais trouver monsieur de Buckingham, et je l'avertis du complot tramé contre sa vie. »« Vous ne ferez pas cela, d'Artagnan, » dit froidement Athos. « Et pourquoi cela? Ne l'ai-je pas fait déjà ?»« Oui, mais à cette époque nous n'étions pas en guerre. À cette époque, monsieur de Buckingham était un allié et non un ennemi. Ce que vous voulez faire serait taxé de trahison. » D'Artagnan comprit la force de ce raisonnement et se tut. « Mais, dit Porthos, il me semble que j'ai une idée à mon tour. »« Silence pour l'idée de monsieur Porthos, » dit Aramis. « Je demande un congé à monsieur de Tréville, sous un prétexte quelconque que vous trouverez. Je ne suis pas fort sur les prétextes, moi. Milady ne me connaît pas. Je m'approche d'elle sans qu'elle me redoute, et lorsque je trouve ma belle, je l'étrangle. »« Eh bien, dit Athos, je ne suis pas très éloigné d'adopter l'idée de Porthos. »« Fi donc, dit Aramis, tu es une femme. »« Non, tenez, moi, j'ai la véritable idée. »« Voyons votre idée, Aramis, » demanda Athos, qui avait beaucoup de déférence pour le jeune mousquetaire. « Il faut prévenir la reine. »« Ah, ma foi, oui, » s'écrièrent ensemble Porthos et d'Artagnan. « Je crois que nous touchons au moyen. »« Prévenir la reine, » dit Athos. « Et comment cela? Avons-nous des relations à la cour? Pouvons-nous envoyer quelqu'un à Paris sans qu'on le sache au camp? D'ici à Paris, il y a 140 lieues. Notre lettre ne sera pas à Angers que nous serons au cachot, nous. Quant à ce qui est de faire remettre sûrement une lettre à sa majesté, proposa Aramis en rougissant, moi, je m'en charge. Je connais à Tours une personne adroite. Aramis s'arrêta en voyant sourire Athos. « Eh bien, vous n'adoptez pas ce moyen, Athos » dit d'Artagnan. « Je ne le repousse pas tout à fait, » dit Athos. « Mais je voulais seulement faire observer à Aramis qu'il ne peut quitter le camp, que tout autre qu'un de nous n'est pas sûr, que 2 heures après que le messager sera parti, tous les capucins, tous les alguazils, tous les bonnets noirs du cardinal sauront votre lettre par cœur, et qu'on arrêtera vous et votre adroite personne. »« Sans compter, » objecta Porthos, « que la reine sauvera monsieur de Buckingham, mais ne nous sauvera pas du tout, nous autres. »« Messieurs, » dit d'Artagnan, « ce qu'objecte Porthos est plein de sens. »« Ah ah, que se passe-t-il donc dans la ville ?» dit Athos. On bat la générale. Les 4 amis écoutèrent, et le bruit du tambour parvint effectivement jusqu'à eux. « Vous allez voir qu'ils vont nous envoyer un régiment tout entier, » dit Athos. « Vous ne comptez pas tenir contre un régiment tout entier, » dit Porthos.
Pourquoi pas, dit le mousquetaire, je me sens en train, et je tiendrais devant une armée si nous avions seulement eu la précaution de prendre une douzaine de bouteilles en plus. Sur ma parole, le tambour se rapproche, dit d'Artagnan. Laissez-le se rapprocher, dit Athos. Il y a pour un quart d'heure de chemin d'ici à la ville, et par conséquent de la ville ici. C'est plus de temps qu'il nous en faut pour arrêter notre plan. Si nous nous en allons d'ici, nous ne retrouverons jamais un endroit aussi convenable. Et tenez, justement, messieurs, voilà la vraie idée qui me vient. Dites, alors. Permettez que je donne à Grimaud quelques ordres indispensables. Athos fit signe à son valet d'approcher. Grimaud, dit Athos en montrant les morts qui gisaient dans le bastion, vous allez prendre ces messieurs, vous allez les dresser contre la muraille, vous leur mettrez leur chapeau sur la tête et leur fusil à la main. Oh, grand homme, s'écria d'Artagnan, je te comprends. Vous comprenez, dit Porthos. Et toi, comprends-tu, Grimaud demanda Aramis. Grimaud fit signe que oui. C'est tout ce qu'il faut, dit Athos. Revenons à mon idée. Je voudrais pourtant bien comprendre, observa Porthos. C'est inutile. Oui, l'idée d'Athos, dirent en même temps d'Artagnan et Aramis. Cette milady, cette femme, cette créature, ce démon, un beau-frère, à ce que vous m'avez dit, je crois, d'Artagnan. Oui, je le connais beaucoup même, et je crois aussi qu'il n'a pas une grande sympathie pour sa belle-sœur. Il n'y a pas de mal à cela, répondit Athos. Et il la détesterait que cela n'en vaudrait que mieux. En ce cas, nous sommes servis à souhait. Cependant, dit Porthos, je voudrais bien comprendre ce que fait Grimaud. Silence, Porthos, dit Aramis. Comment se nomme ce beau-frère? Lord de Winter. Où est-il maintenant? Il est retourné à Londres au premier bruit de guerre. Eh bien, voilà justement l'homme qu'il nous faut, dit Athos. C'est celui qu'il nous convient de prévenir. Nous lui ferons savoir que sa belle-sœur est sur le point d'assassiner quelqu'un, et nous le prierons de ne pas le perdre de vue. Il y a bien à Londres, je l'espère, quelque établissement dans le genre des Madelonnettes ou des filles repenties. Il y fait mettre sa belle-sœur, et nous sommes tranquilles. Oui, dit d'Artagnan, jusqu'à ce qu'elle en sorte. Ah, ma foi, reprit Athos, vous en demandez trop, d'Artagnan. Je vous ai donné tout ce que j'avais, et je vous préviens que c'est le fond de mon sac. Moi, je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux, dit Aramis. Nous prévenons à la fois la reine et Lord de Winter. Oui, mais par qui ferons-nous porter la lettre à Tours et la lettre à Londres? Je réponds de Bazin, dit Aramis. Et moi de Planchet, continua d'Artagnan. En effet, dit Porthos, si nous ne pouvons nous absenter du camp, nos laquais peuvent le quitter. Sans doute, dit Aramis. Et dès aujourd'hui, nous écrivons les lettres, nous leur donnons de l'argent, et ils partent. Nous leur donnons de l'argent, reprit Athos. Vous en avez donc, de l'argent? Les quatre amis se regardèrent, et un nuage passa sur les fronts qui s'étaient un instant éclaircis. « Alerte !» cria d'Artagnan. « Je vois des points noirs et des points rouges qui s'agitent là-bas. Que disiez-vous donc d'un régiment, Athos? C'est une véritable armée. »« Ma foi, oui, » dit Athos. « Les voilà. Voyez-vous les sournois qui venaient sans tambour ni trompette? »« Ha ha! Tu as fini, Grimaud ?» Grimaud fit signe que oui, et montra une douzaine de morts qu'il avait placés dans les attitudes les plus pittoresques, les uns au port d'armes, les autres ayant l'air de mettre en joue, les autres l'épée à la main. « Bravo !» reprit Athos. « Voilà qui fait honneur à ton imagination. »« C'est égal, » dit Porthos. « Je voudrais cependant bien comprendre. »« Décampons d'abord, » interrompit d'Artagnan. « Tu comprendras après. » « Un instant, messieurs, un instant.
Donnons le temps à Grimaud de desservir. Ah, dit Aramis, voici les points noirs et les points rouges qui grandissent fort visiblement, et je suis de l'avis de d'Artagnan. Je crois que nous n'avons pas de temps à perdre pour regagner notre camp. Ma foi, dit Athos, je n'ai plus rien contre la retraite. Nous avions parié pour 1 heure, nous sommes restés 1 heure et demie, il n'y a rien à dire. Partons, messieurs, partons. Grimaud avait déjà pris les devants avec le panier et la desserte. Les 4 amis sortirent derrière lui et firent une dizaine de pas. « Eh !» s'écria Athos. « Que diable faisons-nous, messieurs ?»« Avez-vous oublié quelque chose ?» demanda Aramis. « Et le drapeau, morbleu ! Il ne faut pas laisser un drapeau aux mains de l'ennemi, même quand ce drapeau ne serait qu'une serviette. » Et Athos s'élança dans le bastion, monta sur la plate-forme et enleva le drapeau. Seulement, comme les Rochelois étaient arrivés à portée de mousquet, ils firent un feu terrible sur cet homme, qui, comme par plaisir, allait s'exposer aux coups. Mais on eût dit qu'Athos avait un charme attaché à sa personne. Les balles passèrent en sifflant tout autour de lui, pas une ne le toucha. Athos agita son étendard en tournant le dos aux gens de la ville et en saluant ceux du camp. Des 2 côtés, de grands cris retentirent. D'un côté, des cris de colère, de l'autre, des cris d'enthousiasme. Une seconde décharge suivit la première, et 3 balles, en la trouant, firent réellement de la serviette un drapeau. On entendit des clameurs de tout le camp qui criaient « Descendez ! Descendez !» Athos descendit. Ses camarades, qui l'attendaient avec anxiété, le virent paraître avec joie. « Allons, Athos, allons !» dit d'Artagnan. « Allongeons, allongeons ! Maintenant que nous avons tout trouvé, excepté l'argent, il serait stupide d'être tué. » Mais Athos continua de marcher majestueusement, quelque observation que pussent lui faire ses compagnons, qui, voyant toute observation inutile, réglèrent leurs pas sur le sien. Grimaud et son panier avaient pris les devants et se trouvaient tous deux hors d'atteinte. Au bout d'un instant, on entendit le bruit d'une fusillade enragée. « Qu'est-ce que cela ?» demanda Porthos. « Et sur quoi tire-t-il ? Je n'entends pas siffler les balles et je ne vois personne. »« Ils tirent sur nos morts, » répondit Athos. « Mais nos morts ne répondront pas. »« Justement. Alors ils croiront à une embuscade. Ils délibéreront. Ils enverront un parlementaire, et quand ils s'apercevront de la plaisanterie, nous serons hors de la portée des balles. Voilà pourquoi il est inutile de gagner une pleurésie en nous pressant. »« Oh, je comprends !» s'écria Porthos, émerveillé. « C'est bien heureux, » dit Athos, en haussant les épaules. De leur côté, les Français, en voyant revenir les 4 amis au pas, poussaient des cris d'enthousiasme. Enfin, une nouvelle mousquetade se fit entendre, et cette fois, les balles vinrent s'aplatir sur les cailloux autour des 4 amis et siffler lugubrement à leurs oreilles. Les Rochelois venaient enfin de s'emparer du bastion. « Voici des gens bien maladroits, » dit Athos. « Combien en avons-nous tué ? 12 ? Ou 15 ? Combien en avons-nous écrasé ? 8 ou 10 ? Et en échange de tout cela, pas une égratignure ? Ah, si fait. Qu'avez-vous donc à la main, d'Artagnan ? Du sang, ce me semble. »« Ce n'est rien, » dit d'Artagnan. « Une balle perdue ? Pas même. Qu'est-ce donc alors ? » Nous l'avons dit, Athos aimait d'Artagnan, comme son enfant, et ce caractère sombre et inflexible avait parfois pour le jeune homme des sollicitudes de père. « Une écorchure, » reprit d'Artagnan. « Mes doigts ont été pris entre 2 pierres, celle du mur et celle de ma bague. Alors la peau s'est ouverte. »« Voilà ce que c'est que d'avoir des diamants, mon maître, » dit dédaigneusement Athos. « Ah ça, mais, » s'écria Porthos, « il y a un diamant en effet. Et pourquoi diable alors, puisqu'il y a un diamant, nous plaignons-nous de ne pas avoir d'argent ? » ?»« Tiens, au fait, » dit Aramis. « À la bonne heure, Porthos. Cette fois-ci, voilà une idée.
Sans doute, dit Porthos, en se rengorgeant sur le compliment d'Athos. Puisqu'il y a un diamant, vendons-le. Mais, dit d'Artagnan, c'est le diamant de la reine. Raison de plus, reprit Athos. La reine sauvant monsieur de Buckingham, son amant, rien de plus juste. La reine nous sauvant, nous, ses amis, rien de plus moral. Vendons le diamant. Qu'en pense monsieur l'abbé? Je ne demande pas l'avis de Porthos, il est donné. Mais je pense, dit Aramis en rougissant, que sa bague ne venant pas d'une maîtresse, et par conséquent n'étant pas un gage d'amour, d'Artagnan peut la vendre. Mon cher, vous parlez comme la théologie en personne. Ainsi, votre avis est de vendre le diamant, répondit Aramis. Eh bien, dit gaiement d'Artagnan, vendons le diamant et n'en parlons plus. La fusillade continuait, mais les amis étaient hors de portée, et les Rochelois ne tiraient plus que pour l'acquis de leur conscience. Ma foi, dit Athos, il était temps que cette idée vînt à Porthos. Nous voici au camp. Ainsi, messieurs, pas un mot de plus sur cette affaire. On nous observe, on vient à notre rencontre. Nous allons être portés en triomphe. En effet, comme nous l'avons dit, tout le camp était en émoi. Plus de 2000 personnes avaient assisté, comme à un spectacle, à l'heureuse forfanterie des 4 amis. Forfanterie dont on était bien loin de soupçonner le véritable motif. On n'entendait que le cri de « Vive les gardes! Vive les mousquetaires !» Monsieur de Busigny était venu le premier serrer la main à Athos et reconnaître que le pari était perdu. Le dragon et le Suisse l'avaient suivi, tous les camarades avaient suivi le dragon et le Suisse. C'étaient des félicitations, des poignées de main, des embrassades à n'en plus finir, des rires inextinguibles à l'endroit des Rochelois. Enfin, un tumulte si grand que monsieur le cardinal crut qu'il y avait émeute et envoya la Houdinière, son capitaine des gardes, s'informer de ce qui se passait. La chose fut racontée aux messagers avec toute l'efflorescence de l'enthousiasme. « Eh bien ?» demanda le cardinal en voyant la Houdinière. « Eh bien, monseigneur, dit celui-ci, ce sont 3 mousquetaires et un garde qui ont fait le pari avec monsieur de Busigny d'aller déjeuner au bastion Saint-Gervais, et qui, tout en déjeunant, ont tenu là 2 heures contre l'ennemi et ont tué je ne sais combien de Rochelois. Vous êtes-vous informé du nom de ces 3 mousquetaires? Oui, monseigneur. Comment les appelle-t-on? Ce sont messieurs Athos, Porthos et Aramis. Toujours mes 3 braves, murmura le cardinal. Et le garde? Monsieur d'Artagnan. Toujours mon jeune drôle. Décidément, il faut que ces 4 hommes soient à moi. Le soir même, le cardinal parla à monsieur de Tréville de l'exploit du matin, qui faisait la conversation de tout le camp. Monsieur de Tréville, qui tenait le récit de l'aventure de la bouche même de ceux qui en étaient les héros, la raconta dans tous ses détails à son éminence, sans oublier l'épisode de la serviette. « C'est bien, monsieur de Tréville, dit le cardinal. Faites-moi tenir cette serviette, je vous prie. J'y ferai broder 3 fleurs de lys d'or, et je la donnerai pour guidon à votre compagnie. »« Monseigneur, dit monsieur de Tréville, il y aura injustice pour les gardes. Monsieur d'Artagnan n'est pas à moi, mais à monsieur des Essarts. »« Eh bien, prenez-le, dit le cardinal. Il n'est pas juste que, puisque ces 4 braves militaires s'aiment tant, ils ne servent pas dans la même compagnie. » Le même soir, monsieur de Tréville annonça cette bonne nouvelle aux 3 mousquetaires et à d'Artagnan, en les invitant tous les 4 à déjeuner le lendemain. D'Artagnan ne se possédait pas de joie. On le sait, le rêve de toute sa vie avait été d'être mousquetaire. Les 3 amis étaient fort joyeux. « Ma foi, dit d'Artagnan à Athos, tu as eu une triomphante idée. Et, comme tu l'as dit, nous y avons acquis de la gloire, et nous avons pu lier une conversation de la plus haute importance. Quand nous pourrons reprendre maintenant sans que personne nous soupçonne, car avec l'aide de Dieu,
nous allons passer désormais pour des cardinalistes. » Le même soir, d'Artagnan alla présenter ses hommages à M. des Essarts et lui faire part de l'avancement qu'il avait obtenu. M. des Essarts, qui aimait beaucoup d'Artagnan, lui fit alors ses offres de service, ce changement de corps amenant des dépenses d'équipement. D'Artagnan refusa, mais trouvant l'occasion bonne, il le pria de faire estimer le diamant qu'il lui remit et dont il désirait faire de l'argent. Le lendemain, à 8 heures du matin, le valet de M. des Essarts entra chez d'Artagnan et lui remit un sac d'or contenant 7000 livres. C'était le prix du diamant de la reine. Chapitre 48. Affaires de famille. Athos avait trouvé le mot « affaire de famille ». Une affaire de famille n'était point soumise à l'investigation du cardinal. Une affaire de famille ne regardait personne. On pouvait s'occuper devant tout le monde d'une affaire de famille. Ainsi, Athos avait trouvé le mot « affaire de famille ». Aramis avait trouvé l'idée « les laquais ». Porthos avait trouvé le moyen « le diamant ». D'Artagnan seul n'avait rien trouvé, lui, ordinairement le plus inventif des quatre. Mais il faut dire aussi que le nom seul de Milady le paralysait. Ah si, nous nous trompons. Il avait trouvé un acheteur pour le diamant. Le déjeuner chez M. de Tréville fut d'une gaieté charmante. D'Artagnan avait déjà son uniforme. Comme il était à peu près de la même taille qu'Aramis, et qu'Aramis, largement payé, comme on se le rappelle, par le libraire qui lui avait acheté son poème, avait fait tout en double, il avait cédé à son ami un équipement complet. D'Artagnan eût été au comble de ses vœux s'il n'eût point vu pointer Milady comme un nuage sombre à l'horizon. Après déjeuner, on convint qu'on se réunirait le soir au logis d'Athos, et que là, on terminerait l'affaire. D'Artagnan passa la journée à montrer son habit de mousquetaire dans toutes les rues du camp. Le soir, à l'heure dite, les quatre amis se réunirent. Il ne restait plus que 3 choses à décider. Ceux qu'on écrirait aux frères de Milady, ceux qu'on écrirait à la personne adroite de Tours, et quels seraient les laquais qui porteraient les lettres. Chacun offrait le sien. Athos parlait de la discrétion de Grimaud, qui ne parlait que lorsque son maître lui décousait la bouche. Porthos vantait la force de Mousqueton, qui était de taille à rosser 4 hommes de complexion ordinaire. Aramis, confiant dans l'adresse de Bazin, faisait un éloge pompeux de son candidat. Enfin, d'Artagnan avait foi entière dans la bravoure de Planchet, et rappelait de quelle façon il s'était conduit dans l'affaire épineuse de Boulogne. Ces 4 vertus disputèrent longtemps le prix, et donnèrent lieu à de magnifiques discours, que nous ne rapporterons pas ici, de peur qu'ils ne fassent longueur. « Malheureusement, dit Athos, il faudrait que celui qu'on enverra possédât en lui seul les 4 qualités réunies. »« Mais où rencontrer un pareil laquais ?»« Introuvable, dit Athos. »« Je le sais bien. Prenez donc Grimaud. Prenez Mousqueton. Prenez Bazin. Prenez Planchet. Planchet est brave et adroit. C'est déjà 2 qualités sur 4. »« Messieurs, dit Aramis, le principal n'est pas de savoir lequel de nos 4 laquais est le plus discret, le plus fort, le plus adroit ou le plus brave. Le principal est de savoir lequel aime le plus l'argent. »« Ce que dit Aramis est plein de sens, reprit Athos. Il faut spéculer sur les défauts des gens et non sur leurs vertus. Monsieur l'abbé, vous êtes un grand moraliste. »« Sans doute, répliqua Aramis, car non seulement nous avons besoin d'être bien servis pour réussir, mais encore pour ne pas échouer, car, en cas d'échec, il y va de la tête, non pas pour les laquais. »« Plus bas, Aramis, dit Athos. »« C'est juste. Non pas pour les laquais, reprit Aramis, mais pour le maître, et même pour les maîtres. Nos valets nous sont-ils assez dévoués pour risquer leur vie pour nous ? Non. Ma foi, dit d'Artagnan, je répondrais presque de Planchet, moi. Eh bien,
mon cher ami, ajoutez à son dévouement naturel une bonne somme qui lui donne quelque aisance, et alors, au lieu d'en répondre une fois, répondez-en deux. Eh, bon Dieu, vous serez trompé tout de même, dit Athos, qui était optimiste quand il s'agissait des choses et pessimiste quand il s'agissait des hommes. Ils promettront tout pour avoir de l'argent, et en chemin la peur les empêchera d'agir. Une fois pris, on les serrera. Serrés, ils avoueront. Que diable! Nous ne sommes pas des enfants. Pour aller en Angleterre, Athos baissa la voix, il faut traverser toute la France, semée d'espions et de créatures du cardinal. Il faut une passe pour s'embarquer. Il faut savoir l'anglais pour demander son chemin à Londres. Tenez, je vois la chose bien difficile. Mais point du tout, dit D'Artagnan, qui tenait fort à ce que la chose s'accomplît. Je la vois facile, au contraire, moi. Il va sans dire, parbleu, que si l'on écrit à Lord de Winter des choses par-dessus les maisons, des horreurs du cardinal... Plus bas, dit Athos. Des intrigues et des secrets d'État, continua D'Artagnan, en se conformant à la recommandation. Il va sans dire que nous serons tous roués vifs. Mais, pour Dieu, n'oubliez pas, comme vous l'avez dit vous-même, Athos, que nous lui écrivons pour affaires de famille, que nous lui écrivons à cette seule fin qu'il mette Milady, dès son arrivée à Londres, hors d'état de nous nuire. Je lui écrirai donc une lettre à peu près en ces termes. Voyons, dit Aramis, en prenant par avance un visage de critique. Monsieur et cher ami. Ah oui, cher ami à un Anglais, interrompit Athos. Bien commencé. Bravo, D'Artagnan. Rien qu'avec ce mot-là, vous serez écartelé, au lieu d'être roué vif. Eh bien, soit. Je dirais donc monsieur tout court. Vous pouvez même dire milord, reprit Athos, qui tenait fort aux convenances. Milord, vous souvient-il du petit enclos aux chèvres du Luxembourg? Bon, le Luxembourg à présent. On croira que c'est une allusion à la reine-mère. Voilà qui est ingénieux, dit Athos. Eh bien, nous mettrons tout simplement « Milord, vous souvient-il de certains petits enclos où l'on vous sauva la vie ?» Mon cher D'Artagnan, dit Athos, vous ne serez jamais qu'un fort mauvais rédacteur. Où l'on vous sauva la vie. Fi donc, ce n'est pas digne. On ne rappelle pas ces services-là à un galant homme. Bienfait reproché, offense faite. Ah, mon cher, dit D'Artagnan, vous êtes insupportable. Et s'il faut écrire sous votre censure, ma foi, j'y renonce. Et vous faites bien. Maniez le mousquet et l'épée, mon cher, vous vous tirez galamment des deux exercices. Mais passez la plume à monsieur l'abbé, cela le regarde. Ah oui, au fait, dit Porthos, passez la plume à Aramis, qui écrit des thèses en latin, lui. Eh bien, soit, dit D'Artagnan. Rédigez-nous cette note, Aramis. Mais, de par notre Saint-Père le Pape, tenez-vous serré, car je vous épluche à mon tour, je vous en préviens. Je ne demande pas mieux, dit Aramis avec cette naïve confiance que tout poète a en lui-même. Mais qu'on me mette au courant. J'ai bien ouï dire, de ci, de là, que cette belle sœur était une coquine. J'en ai même acquis la preuve en écoutant sa conversation avec le cardinal. Plus bas donc, sacrebleu, dit Athos. Mais, continua Aramis, le détail m'échappe. Et à moi aussi, dit Porthos. D'Artagnan et Athos se regardèrent quelque temps en silence. Enfin, Athos, après s'être recueilli, et en devenant plus pâle encore qu'il n'était de coutume, fit un signe d'adhésion. D'Artagnan comprit qu'il pouvait parler. « Eh bien, voici ce qu'il y a à dire, » reprit D'Artagnan. « Milord, votre belle-sœur est une scélérate, qui a voulu vous faire tuer pour hériter de vous. Mais elle ne pouvait épouser votre frère, étant déjà mariée en France
et ayant été... D'Artagnan s'arrêta comme s'il cherchait le mot en regardant Athos. Chassée par son mari, dit Athos. Parce qu'elle avait été marquée, continua d'Artagnan. Bah, s'écria Porthos, impossible, elle a voulu faire tuer son beau-frère? Oui. Elle était mariée? Demanda Aramis. Oui. Et son mari s'est aperçu qu'elle avait une fleur de lys sur l'épaule? S'écria Porthos. Oui. Ces trois oui avaient été dits par Athos, chacun avec une intonation plus sombre. Et qui l'a vue, cette fleur de lys? Demanda Aramis. D'Artagnan et moi. Ou plutôt, pour observer l'ordre chronologique, moi et d'Artagnan, répondit Athos. Et le mari de cette affreuse créature vit encore? Dit Aramis. Il vit encore. Vous en êtes sûr? J'en suis sûr. Il y eut un instant de froid silence, pendant lequel chacun se sentit impressionné selon sa nature. Cette fois, reprit Athos, interrompant le premier le silence, D'Artagnan nous a donné un excellent programme, et c'est cela qu'il faut écrire d'abord. Diable! Vous avez raison, Athos, reprit Aramis, et la rédaction est épineuse. Monsieur le chancelier lui-même serait embarrassé pour rédiger une épître de cette force, et cependant, monsieur le chancelier rédige très agréablement un procès-verbal. N'importe. Taisez-vous, j'écris. Aramis, en effet, prit la plume, réfléchit quelques instants, se mit à écrire 8 ou 10 lignes d'une charmante petite écriture de femme, puis, d'une voix douce et lente, comme si chaque mot eût été scrupuleusement pesé, il lut ce qui suit. Milord, la personne qui vous écrit ces quelques lignes a eu l'honneur de croiser l'épée avec vous dans un petit enclos de la rue d'Enfer. Comme vous avez bien voulu, depuis, vous dire plusieurs fois l'ami de cette personne, elle vous doit de reconnaître cette amitié par un bon avis. 2 fois, vous avez failli être victime d'une proche parente que vous croyez votre héritière, parce que vous ignorez qu'avant de contracter mariage en Angleterre, elle était déjà mariée en France. Mais la 3e fois, qui est celle-ci, vous pouvez y succomber. Votre parente est partie de La Rochelle pour l'Angleterre pendant la nuit. Surveillez son arrivée, car elle a de grands et terribles projets. Si vous tenez absolument à savoir ce dont elle est capable, lisez son passé sur son épaule gauche. Eh bien, voilà qui est à merveille, dit Athos. Et vous avez une plume de secrétaire d'État, mon cher Aramis. Lord de Winter fera bonne garde maintenant, si toutefois la vie lui arrive. Et tomba-t-il aux mains de son éminence elle-même, nous ne saurions être compromis. Mais comme le valet qui partira pourrait nous faire accroire qu'il a été à Londres et s'arrêter à Châtellerault, ne lui donnons avec la lettre que la moitié de la somme en lui promettant l'autre moitié en échange de la réponse. Avez-vous le diamant? Continua Athos. J'ai mieux que cela. J'ai la somme. Et d'Artagnan jeta le sac sur la table. Au son de l'or, Aramis leva les yeux. Porthos tressaillit. Quant à Athos, il resta impassible. « Combien dans ce petit sac ?» dit-il. « 7000 livres en louis de 12 francs. »« 7000 livres !» s'écria Porthos. « Ce mauvais petit diamant valait 7000 livres !»« Il paraît, » dit Athos, « puisque les voilà. Je ne présume pas que notre ami d'Artagnan y ait mis du sien. » Mais, messieurs, dans tout cela, dit d'Artagnan, nous ne pensons pas à la reine. Soignons un peu la santé de son cher Buckingham, c'est le moins que nous lui devions. C'est juste, dit Athos, mais ceci regarde Aramis. Eh bien, répondit celui-ci en rougissant, que faut-il que je fasse? Mais, répliqua Athos, c'est tout simple, rédiger une seconde lettre pour cette adroite personne qui habite Tours. Aramis reprit la plume,
se mit à réfléchir de nouveau, et écrivit les lignes suivantes, qu'il soumit à l'instant même à l'approbation de ses amis. « Ma chère cousine. »« Ah, dit Athos, cette personne à droite est votre parente ?»« Cousine germaine, dit Aramis. »« Va donc pour cousine. » Aramis continua. « Ma chère cousine, son éminence le cardinal, que Dieu conserve pour le bonheur de la France et la confusion des ennemis du royaume, est sur le point d'en finir avec les rebelles hérétiques de La Rochelle. Il est probable que le secours de la haute anglaise n'arrivera pas même en vue de la place. J'oserais même dire que je suis certain que M. de Buckingham sera empêché de partir par quelque grand événement. Son éminence est le plus illustre politique des temps passés, du temps présent et probablement des temps à venir. Il éteindrait le soleil si le soleil le gênait. Donnez ces heureuses nouvelles à votre sœur, ma chère cousine. J'ai rêvé que cet Anglais maudit était mort. Je ne puis me rappeler si c'était par le fer ou par le poison. Seulement, ce dont je suis sûr, c'est que j'ai rêvé qu'il était mort. Et vous le savez, mes rêves ne me trompent jamais. Assurez-vous donc de me voir revenir bientôt. « À merveille !» s'écria Athos. « Vous êtes le roi des poètes. » « Mon cher Aramis, vous parlez comme l'Apocalypse et vous êtes vrai comme l'Évangile. Il ne vous reste maintenant que l'adresse à mettre sur cette lettre. »« C'est bien facile, » dit Aramis. Il plia coquettement la lettre, la reprit et écrivit « À mademoiselle Marie Michon, lingère à Tours. » Les trois amis se regardèrent en riant. Ils étaient pris. « Maintenant, dit Aramis, vous comprenez, messieurs, que Bazin seul peut porter cette lettre à Tours. Ma cousine ne connaît que Bazin et n'a confiance qu'en lui. Tout autre ferait échouer l'affaire. D'ailleurs, Bazin est ambitieux et savant. Bazin a lu l'histoire, messieurs, il sait que Sixte V est devenu pape après avoir gardé les pourceaux. Eh bien, comme il compte se mettre d'église en même temps que moi, il ne désespère pas à son tour de devenir pape ou tout au moins cardinal. Vous comprenez qu'un homme qui a de pareilles visées ne se laissera pas prendre, ou, s'il est pris, subira le martyre plutôt que de parler. « Bien, bien, dit d'Artagnan, je vous passe de grand cœur Bazin. Mais passez-moi Planchet. Milady l'a fait jeter à la porte certains jours, avec force coups de bâton. Or Planchet a bonne mémoire. Et, je vous en réponds, s'il peut supposer une vengeance possible, il se fera plutôt échiner que d'y renoncer. Si vos affaires de Tours sont vos affaires, Aramis, celles de Londres sont les miennes. Je prie donc qu'on choisisse Planchet, lequel, d'ailleurs, a déjà été à Londres avec moi et sait dire très correctement « London, sir, if you please » et « My master Lord d'Artagnan ». Avec cela, soyez tranquille, il fera son chemin en allant et en revenant. En ce cas, dit Athos, il faut que Planchet reçoive 700 livres pour aller et 700 livres pour revenir, et Bazin 300 livres pour aller et 300 livres pour revenir. Cela réduira la somme à 5000 livres. Nous prendrons 1000 livres chacun pour les employer comme bon nous semblera, et nous laisserons un fonds de 1000 livres que gardera l'abbé pour les cas extraordinaires ou les besoins communs. Cela vous va-t-il ? Mon cher Athos, dit Aramis, vous parlez comme Nestor, qui était, comme chacun sait, le plus sage des Grecs. Eh bien, c'est dit, reprit Athos. Planchet et Bazin partiront. À tout prendre, je ne suis pas fâché de conserver Grimaud. Il est accoutumé à mes façons et j'y tiens. La journée d'hier a déjà dû l'ébranler. Ce voyage le perdrait. On fit venir Planchet et on lui donna des instructions. Il avait été prévenu déjà par d'Artagnan qui, du premier coup, lui avait annoncé la gloire, ensuite l'argent, puis le danger. « Je porterai la lettre dans le parement de mon habit, dit Planchet, et je l'avalerai si l'on me prend. »« Mais alors tu ne pourras pas faire la commission, dit d'Artagnan. »
Vous m'en donnerez ce soir une copie, que je saurai par cœur demain. » D'Artagnan regarda ses amis comme pour leur dire « Eh bien, que vous avais-je promis ?»« Maintenant, continua-t-il en s'adressant à Planchet, tu as 8 jours pour arriver près de Lord de Winter. Tu as 8 autres jours pour revenir ici. En tout, 16 jours. Si le 16e jour de ton départ, à 8 heures du soir, tu n'es pas arrivé, pas d'argent. Fût-il 8 heures 5 minutes. »« Alors, monsieur, dit Planchet, achetez-moi une montre. »« Prends celle-ci, dit Athos, en lui donnant la sienne avec une insouciante générosité. Et sois brave garçon. Songe que, si tu parles, si tu bavardes, si tu flânes, tu fais couper le cou à ton maître, qui a si grande confiance dans ta fidélité qu'il nous a répondu de toi. Mais songe aussi que s'il arrive, par ta faute, malheur à d'Artagnan, je te retrouverai partout, et ce sera pour t'ouvrir le ventre. »« Oh, monsieur, dit Planchet, humilié du soupçon et surtout effrayé de l'air calme du mousquetaire. « Et moi, dit Porthos, en roulant ses gros yeux, songe que je t'écorche vif. »« Ah, monsieur !»« Et moi, continua Aramis de sa voix douce et mélodieuse, songe que je te brûle à petit feu comme un sauvage. »« Ah, monsieur !» Et Planchet se mit à pleurer. Nous n'oserions dire si ce fut de terreur, à cause des menaces qui lui étaient faites, ou d'attendrissement de voir 4 amis si étroitement unis. D'Artagnan lui prit la main et l'embrassa. « Vois-tu, Planchet, lui dit-il, ces messieurs te disent tout cela par tendresse pour moi. Mais au fond, ils t'aiment. »« Ah, monsieur, dit Planchet, ou je réussirai, ou l'on me coupera en 4. Me coupa-t-on en 4, soyez convaincus qu'il n'y a pas un morceau qui parlera. » Il fut décidé que Planchet partirait le lendemain à 8 heures du matin, afin, comme il l'avait dit, qu'il pût, pendant la nuit, apprendre la lettre par cœur. Il gagna juste 12 heures à cet arrangement. Il devait être revenu le 16e jour, à 8 heures du soir. Le matin, au moment où il allait monter à cheval, D'Artagnan, qui se sentait au fond du cœur un faible pour le duc, prit Planchet à part. « Écoute, lui dit-il, quand tu auras remis la lettre à Lord de Winter et qu'il l'aura lue, tu lui diras encore « Veillez sur sa grâce, Lord Buckingham, car on veut l'assassiner. Mais ceci, Planchet, vois-tu, c'est si grave et si important que je n'ai pas voulu avouer à mes amis que je te confierais ce secret, et que, pour une commission de capitaine, je ne voudrais pas te l'écrire. »« Soyez tranquille, monsieur, dit Planchet, vous verrez si l'on peut compter sur moi. » Et monté sur un excellent cheval, qu'il devait quitter à 20 lieues de là pour prendre la poste, Planchet partit au galop, le cœur un peu serré par la triple promesse que lui avaient faite les mousquetaires, mais, du reste, dans les meilleures dispositions du monde. Bazin partit le lendemain matin pour Tours, et eut 8 jours pour faire sa commission. Les 4 amis, pendant toute la durée de ces 2 absences, avaient, comme on le comprend bien, plus que jamais l'œil au guet, le nez au vent et l'oreille aux écoutes. Leur journée se passait à essayer de surprendre ce qu'on disait, à guetter les allures du cardinal et à flairer les courriers qui arrivaient. Plus d'une fois, un tremblement insurmontable les prit, lorsqu'on les appela pour quelque service inattendu. Ils avaient d'ailleurs à se garder pour leur propre sûreté. Milady était un fantôme qui, lorsqu'il était apparu une fois aux gens, ne les laissait pas dormir tranquillement. Le matin du 8e jour, Bazin, frais comme toujours et souriant selon son habitude, entra dans le cabaret de Parpaillot, comme les 4 amis étaient en train de déjeuner, en disant selon la convention arrêtée : « Monsieur Aramis, voici la réponse de votre cousine. » Les 4 amis échangèrent un coup d'œil joyeux. La moitié de la besogne était faite.
Il est vrai que c'était la plus courte et la plus facile. Aramis prit, en rougissant malgré lui, la lettre, qui était d'une écriture grossière et sans orthographe. « Bon Dieu !» s'écria-t-il en riant. « Décidément, j'en désespère. Jamais cette pauvre Michon n'écrira comme monsieur de Voiture. »« Qu'est-ce que cela veut dire, cette pauvre Michon ?» demanda le Suisse, qui était en train de causer avec les 4 amis quand la lettre était arrivée. « Oh, mon Dieu ! Moins que rien, dit Aramis. Une petite lingère charmante que j'aimais fort, et à qui j'ai demandé quelques lignes de sa main en manière de souvenir. Du Dieu, dit le Suisse. Zizela, il être aussi grande tâme que sont l'écriture. Faut l'être en bonne fortune, mon camarade. Aramis lut la lettre et la passa à Athos. Voyez donc ce qu'elle m'écrit, Athos, dit-il. Athos jeta un coup d'œil sur l'épître et, pour faire évanouir tous les soupçons qui auraient pu naître, lut tout haut. Mon cousin, ma sœur et moi devinons très bien les rêves, et nous en avons même une peur affreuse. Mais du vôtre, on pourra dire, je l'espère, tout songe est mensonge. Adieu, portez-vous bien, et faites que de temps en temps nous entendions parler de vous. Aglaé Michon. Et de quel rêve parle-t-elle demanda le dragon, qui s'était approché pendant la lecture. Foui, de quel rêve dit le Suisse. Eh, pardieu, dit Aramis, c'est tout simple, d'un rêve que j'ai fait et que je lui ai raconté. Ah oui, pardieu, c'est tout simple de raconter son rêve, mais moi, je ne rêve jamais. Vous êtes fort heureux, dit Athos en se levant, et je voudrais bien pouvoir en dire autant que vous. Jamais, reprit le Suisse, enchanté qu'un homme comme Athos lui enviât quelque chose. Jamais, jamais. D'Artagnan, voyant qu'Athos se levait, en fit autant, prit son bras et sortit. Porthos et Aramis restèrent pour faire face au quolibet du dragon et du Suisse. Quant à Bazin, il s'alla coucher sur une botte de paille, et comme il avait plus d'imagination que le Suisse, il rêva que M. Aramis, devenu pape, le coiffait d'un chapeau de cardinal. Mais, comme nous l'avons dit, Bazin n'avait, par son heureux retour, enlevé qu'une partie de l'inquiétude qui aiguillonnait les 4 amis. Les jours de l'attente sont longs, et D'Artagnan surtout aurait parié que les jours avaient maintenant 48 heures. Il oubliait les lenteurs obligées de la navigation. Il s'exagérait la puissance de Milady. Il prêtait à cette femme, qui lui apparaissait pareille à un démon, des auxiliaires surnaturels comme elle. Il s'imaginait, au moindre bruit, qu'on venait l'arrêter, et qu'on ramenait Planchet pour le confronter avec lui et ses amis. Il y a plus. Sa confiance autrefois si grande dans le digne Picard diminuait de jour en jour. Cette inquiétude était si grande qu'elle gagnait Porthos et Aramis. Il n'y avait qu'Athos qui demeura impassible, comme si aucun danger ne s'agitait autour de lui, et qu'il respirât son atmosphère quotidienne. Le 16e jour surtout, ces signes d'agitation étaient si visibles chez D'Artagnan et ses 2 amis qu'ils ne pouvaient rester en place, et qu'ils erraient, comme des ombres, sur le chemin par lequel devait revenir Planchet. « Vraiment, leur disait Athos, vous n'êtes pas des hommes, mais des enfants, pour qu'une femme vous fasse si grand peur. Et de quoi s'agit-il, après tout? D'être emprisonnés. Eh bien, mais on nous tirera de prison. On en a bien retiré madame Bonacieux. D'être décapités. Mais tous les jours, dans la tranchée, nous allons joyeusement nous exposer à pis que cela, car un boulet peut nous casser la jambe, et je suis convaincu qu'un chirurgien nous fait plus souffrir en nous coupant la cuisse qu'un bourreau en nous coupant la tête. Demeurez donc tranquille. Dans 2 heures,
Dans 4, dans 6 heures au plus tard, Planchet sera ici. Il a promis d'y être. Et moi, j'ai très grande foi aux promesses de Planchet, qui m'a l'air d'un fort brave garçon. » « Mais s'il n'arrive pas, » dit d'Artagnan. « Eh bien, s'il n'arrive pas, c'est qu'il aura été retardé. Voilà tout. Il peut être tombé de cheval, il peut avoir fait une cabriole par-dessus le pont, il peut avoir couru si vite qu'il en ait attrapé une fluxion de poitrine. Eh, messieurs, faisons donc la part des événements. La vie est un chapelet de petites misères que le philosophe égrène en riant. Soyez philosophes comme moi, messieurs. Mettez-vous à table et buvons. Rien ne fait paraître l'avenir couleur de rose comme de le regarder à travers un verre de chambertin. »« C'est fort bien, » répondit d'Artagnan. « Mais je suis las d'avoir à craindre, en buvant frais, que le vin ne sorte de la cave de Milady. »« Vous êtes bien difficile, » dit Athos. « Une si belle femme. »« Une femme de marque, » dit Porthos avec son grand rire. Athos tressaillit, passa la main sur son front pour en essuyer la sueur, et se leva à son tour avec un mouvement nerveux qu'il ne put réprimer. Le jour s'écoula cependant, et le soir vint plus lentement, mais enfin il vint. Les buvettes s'emplirent de chalands. Athos, qui avait empoché sa part du diamant, ne quittait plus le parpaillot. Il avait trouvé dans M. de Busigny, qui, au reste, leur avait donné un dîner magnifique, un partner digne de lui. Ils jouaient donc ensemble, comme d'habitude, quand 7 heures sonnèrent. On entendit passer les patrouilles qui allaient doubler les postes. À 7h30, la retraite sonna. « Nous sommes perdus, » dit d'Artagnan à l'oreille d'Athos. « Vous voulez dire que nous avons perdu ?» dit tranquillement Athos en tirant 4 pistoles de sa poche et en les jetant sur la table. « Allons, messieurs, » continua-t-il, « on bat la retraite. Allons nous coucher. » Et Athos sortit du parpaillot suivi de d'Artagnan. Aramis venait derrière, donnant le bras à Porthos. Aramis mâchonnait des vers, et Porthos s'arrachait de temps en temps quelques poils de moustache en signe de désespoir. Mais voilà que tout à coup, dans l'obscurité, une ombre se dessine, dont la forme est familière à d'Artagnan, et qu'une voix bien connue lui dit « Monsieur, je vous apporte votre manteau, car il fait frais ce soir. »« Planchet !» s'écria d'Artagnan, ivre de joie. « Planchet !» répétèrent Porthos et Aramis. « Eh bien oui, Planchet, » dit Athos. « Qu'y a-t-il d'étonnant à cela ? Il avait promis d'être de retour à 8 heures, et voilà les 8 heures qui sonnent. Bravo, Planchet. Vous êtes un garçon de parole, et si jamais vous quittez votre maître, je vous garde une place à mon service. »« Oh, non, jamais, » dit Planchet. « Jamais je ne quitterai monsieur d'Artagnan. » En même temps, d'Artagnan sentit que Planchet lui glissait un billet dans la main. D'Artagnan avait grande envie d'embrasser Planchet, au retour, comme il l'avait embrassé au départ. Mais il eut peur que cette marque d'effusion, donnée à son laquais en pleine rue, ne parût extraordinaire à quelques passants, et il se contint. « J'ai le billet, » dit-il à Athos et à ses amis. « C'est bien, » dit Athos. « Entrons chez nous, et nous le lirons. » Le billet brûlait la main de d'Artagnan. Il voulait hâter le pas, mais Athos lui prit le bras et le passa sous le sien. Et force fut au jeune homme de régler sa course sur celle de son ami. Enfin, on entra dans la tente, on alluma une lampe, et tandis que Planchet se tenait sur la porte pour que les 4 amis ne fussent pas surpris, d'Artagnan, d'une main tremblante, brisa le cachet et ouvrit la lettre tant attendue. Elle contenait une demi-ligne, d'une écriture toute britannique et d'une concision toute spartiate. « Thank you, be easy », ce qui voulait dire « Merci,
Soyez tranquille. » Athos prit la lettre des mains de d'Artagnan, l'approcha de la lampe, y mit le feu, et ne la lâcha point qu'elle ne fût réduite en cendres. Puis, appelant Planchet, « Maintenant, mon garçon, lui dit-il, tu peux réclamer tes 700 livres. Mais tu ne risquais pas grand-chose avec un billet comme celui-là. »« Ce n'est pas faute que j'ai inventé bien des moyens de le serrer, » dit Planchet. « Eh bien, dit d'Artagnan, conte-nous cela. »« Dame, c'est bien long, monsieur. »« Tu as raison, Planchet, dit Athos. D'ailleurs, la retraite est battue, et nous serions remarqués en gardant de la lumière plus longtemps que les autres. »« Soit, dit d'Artagnan, couchons-nous. Dors bien, Planchet. Ma foi, monsieur, ce sera la première fois depuis 16 jours. »« Et moi aussi, dit d'Artagnan. »« Et moi aussi, répéta Porthos. »« Et moi aussi, répéta Aramis. »« Eh bien, voulez-vous que je vous avoue la vérité ? » « Et moi aussi, dit Athos. »